Bon ben voilà, on en arrive à notre 560. Alors comme cette énigme elle est longue, eh ben, j'ai choisi de découper la résolution de cette énigme en deux vidéos. Donc ce qu'on va voir ici ce sera la première partie. Et il y aura une autre vidéo qui commencera ou s'arrêtera celle-ci. Voilà. Bien, ben voilà notre 560. Alors bon, comme d'habitude, on a un titre, on a un texte plutôt long, un visuel. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le visuel? Eh ben, un crayon qui tracerait un trait là et couperait les os en deux, et un coquillage. Pour l'instant ça ne nous dit rien, donc on va reprendre notre énigme. Bien, la première chose à traiter, eh ben, c'est le titre, puisqu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, donc on va prendre dans l'ordre. Donc on va prendre ad Augusta per Angusta. Qu'est-ce que ça veut dire? On se renseigne. Et en fait, ad Augusta per Angusta, c'est une expression latine qui signifie vers la gloire par des voies étroites. Bon, c'est une autre utilisation en fait. Ad Augusta per Angusta, ça a été utilisé par Victor Hugo dans sa pièce Hernani. Ok, deuxième utilisation de ce titre. Et puis il y en a une autre possibilité aussi, peut-être un peu plus tirée par les cheveux, mais bon, on va se la garder quand même. En fait, ça c'est une paronomase. Bon, je vous laisse vous renseigner sur ce qu'est une paronomase. Hein. C'est une figure de style qui permet, en jouant sur la sonorité proche de termes, de mettre en valeur une expression. Bon. Donc, eh ben, là c'est une paronomase. Les termes presque identiques, c'est Augusta et Angusta. Et finalement, il n'y a que le U qui diffère et le N ici. Donc on peut très bien tout supprimer, excepté le jusqu'à U par N. Donc ad U per N. Pourquoi pas. Donc on va garder ça. On verra plus tard si ça a un intérêt. Bien, ben, on va attaquer notre énigme maintenant. Quand à Karlsbrück tu auras Albion dans le dos? Bon, Karlsburg, ben, c'est Cherbourg. Voilà. Karlsburg, on trouve surtout Karlsburg, mais bon, Karlsburg c'est une variante, et a priori c'est Cherbourg. Donc après, Albion. Qu'est-ce que c'est Albion? Ben, Albion c'est l'Angleterre. Voilà. Ok. Donc on peut relire, quand à Cherbourg tu auras l'Angleterre dans le dos. Bon, déjà, on est à peu près positionné quelque part. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, ce A, comme d'habitude en fait, comme à Carignan, on avait le A avant, ben, ça sous-entend qu'on a une ligne, ou au moins quelque chose qui nous mène à Cherbourg. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut nous mener à Cherbourg? Ben, dans notre décryptage, là, dans nos décryptages, dans la 500, on passe à Cherbourg. En fait, notre spirale passe à Cherbourg. C'est même la condition sine qua non, en fait. Donc on peut dire que pour venir à Cherbourg, vu qu'on n'a rien d'autre a priori, eh ben, ce sera sur la spirale. Bon, on pourrait dire c'est pas une ligne droite. Mais comme c'est un déplacement implicite, ben, pourquoi pas? À la limite, on peut admettre, d'autant plus quand il dit quand à Cherbourg tu auras l'Angleterre dans le dos, donc a priori comme par la spirale on arrive plutôt par le nord, on pourrait admettre que c'est la spirale qui nous amène à Cherbourg. On va l'admettre d'ailleurs. Ok, bon. Maintenant le terme quand. En fait, comme dans la 420, où on s'est intéressé au terme, enfin à l'adverbe alors, et bien là on peut s'intéresser à quand. Parce qu'en fait ça nous indique qu'il y a peut-être une question de date là-dedans. Donc on va s'intéresser à dater l'énigme, comme on a fait dans la 420, comme on a daté l'énigme 420. Quand à Karlsburg tu auras Albion dans le dos, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors là, il n'y a rien qui nous donne une date. Hein. Ouais, ou alors il faut chercher, aller fouiller quelque part, mais au premier abord, on n'a pas de date. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, ce terme-là, ad Augusta per Angusta, il a été utilisé par Victor Hugo dans Hernani. Et dans Hernani, finalement, c'est le mot de passe des conjurés. Or, quand ce terme apparaît, enfin, ce mot de passe apparaît, les conjurés se trouvent à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, actuelle à Aachen en Allemagne. Et il se trouve là-bas au moment de l'élection de Charles Quint comme empereur des Romains. Alors, du coup, si on s'intéresse un petit peu à Charles Quint, on regarde, on s'enseigne, et ben, finalement, Charles Quint, il a été élu empereur des Romains le 28 juin 1519. Ben, voilà, on a une date suffisamment précise pour être utilisée, quoi.
Bien. Donc notre camp, eh ben, ce serait probablement le 28 juin 1519, on verra si c'est utile ou pas. Cette année n'avait pas été utile dans la 420 et ne sera peut-être pas utile dans la 560. Hein. Donc, quand le 28 juin 1519 à Cherbourg, tu auras l'Angleterre dans le dos, pardon, bah, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. L'ouverture, on sait ce que c'est. C'est Bourges, enfin, depuis le début c'est Bourges, donc c'est Bourges. Donc chercher l'ouverture, ça paraît idiot parce qu'on la connaît. Mais par contre, chercher l'ouverture dont la fonction est de révéler la lumière céleste, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Bah, déjà la lumière céleste. Pour nous, la lumière, on l'a vu le coup d'avant, c'était les rayons du soleil. C'est ce qu'on avait pris le coup d'avant. Là, c'est peut-être encore plus marqué, parce que comme il dit la lumière céleste, on ne peut pas trop se tromper sur ce que c'est. Donc a priori, il faudrait chercher l'ouverture qui nous révèle les rayons du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, révéler les rayons du soleil? C'est relativement simple à comprendre. Quand les rayons du soleil sont révélés, c'est le matin à l'aube. Donc a priori, si on relit un peu notre phrase, on pourrait dire, cherche le lieu où, par l'ouverture, tu verras le soleil se lever. En fait, ce serait même encore plus précis, ce serait cherche le 28 juin, le lieu où, par l'ouverture, tu verras le soleil se lever. Donc là, ça devient intéressant, parce qu'on sait qu'on a un déplacement derrière. On l'a pas encore lu, nous, mais enfin bon. Donc, on pourrait se dire, on est à Cherbourg, ok, mais on va chercher quelque part où, par l'ouverture, un 28 juin, je peux voir le soleil se lever. Alors ça peut nous donner une indication intéressante. Du coup, on va se renseigner sur où se lève le soleil un 28 juin. Comme on est proche du solstice d'été, là, qui serait le 20 ou le 21 juin, le soleil il a tendance à se lever, pas nord-est, mais plus au nord qu'à l'est. Hein. Donc si on cherche un peu, si on se renseigne un peu, c'est toujours faisable, hein, le soleil il se lèverait approximativement, si on parle en termes d'azimut, de l'ordre de 54-55 degrés est. Donc ça sous-entend qu'il se lève déjà un peu au nord, hein, parce que l'est serait à 90 degrés par rapport au nord. Si je prends un azimut de 54 degrés, je vais me trouver un peu comme ça, quoi. Voilà. Bien. Donc oui, ça nous donne une information. Bon, c'est pas une information très précise. Faut pas rêver, mais ça nous donne une information. Et peut-être que si on se reporte sur carte déjà, on peut arriver à localiser une zone. Bon, on va pas prendre une zone extrêmement précise. On va pas dire c'est ce point-là parce que je prends 54 degrés. Non, on va choisir par exemple une marge entre 52 et 56 pour être à peu près sûr d'être dedans. Et puis on va tracer ça sur carte, c'est ce qu'on va faire immédiatement, et puis ça nous donnera peut-être une zone d'arrivée finalement. Et on va faire ça. Donc voilà, on a notre carte. Et puis en fait, voilà, j'ai tracé deux traits. Finalement, un qui se retrouve à 56 d'azimut et l'autre qui se retrouve à 52 d'azimut. En fait, le but c'était d'encadrer mon environ 54-55 là et dire voilà, ce sera dans cette zone que je verrai le soleil se lever à travers Bourges, là, qui est ici, donc, qui est à l'intersection de mes deux traits là. On va se trouver là, que je verrai le soleil se lever un 28 juin. Bon, voilà, donc effectivement ça nous coupe, ça nous donne une section relativement étroite là, et puis on pourrait lire, voilà, si j'ai un déplacement qui part de Cherbourg là-haut, mais en théorie, si je cherche l'ouverture qui va me révéler la lumière céleste, je dois me trouver à un moment dans cette zone. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire, on verra plus tard. Revenons à notre énigme.
Voilà, on a traité ces deux premières lignes. Maintenant, on peut continuer. Alors, ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste. Alors, on comprend le ne t'attarde pas. En fait, si on a un rendez-vous avec le soleil, il ne va pas falloir s'attarder à Cherbourg. Ne demande pas ton reste. Eh ben, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, donc on va le laisser de côté, on traitera ça plus tard. Mais, apprête-toi à marcher sur les eaux. Bien. Là non plus, on va avancer un petit peu de façon à comprendre cette phrase qui est assez obscure. Par deux fois, Neptune viendra à ton secours. Ah, ça commence un peu à s'éclairer. Donc, Neptune, qui c'est? Ben, c'est le dieu des eaux, c'est le dieu de toutes les eaux, c'est un dieu romain des eaux. Bon. Alors ce Neptune, il peut nous aider à marcher sur les eaux, c'est une certitude, puisque c'est le dieu des eaux, globalement. Donc ça explique la phrase précédente. Alors par deux fois, ça sous-entendrait que par deux fois Neptune nous aiderait à marcher sur les eaux. Alors ça voudrait aussi dire qu'on aurait deux secteurs qui seraient sur les eaux en fait. On a vu qu'on irait vers le sud puisqu'on a trouvé une zone d'arrivée qui était plutôt dans le sud par rapport à Cherbourg. Donc on va supposer que par deux fois, on va marcher sur des zones d'eau. Bon, ça peut être la mer, ça peut être on ne sait pas trop quoi. Pour l'instant on ne sait pas, mais on va supposer ça. Alors Neptune viendra à notre secours. Alors comment est-ce qu'il peut venir à notre secours, Neptune? En fait Neptune on le connaît déjà. On l'a rencontré dans l'énigme précédente, sous la forme d'une planète. Bon, sachant que même si c'est sur la forme d'une planète, ça reste Neptune, hein, puisque le nom de la planète il vient aussi du nom du dieu mythologique, hein, Neptune. Bon, donc eh ben, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter ce qu'on a vu avant? En fait, dans l'énigme précédente, on avait les périodes de révolution des planètes. Bon. Donc en fait, Neptune était déjà identifié par sa période de révolution. On avait vu que le N était identifié comme étant 60 140, qui était la période de révolution de la planète Neptune. En fait, si ce 60 140, qu'on avait peu utilisé dans la 420, on pouvait s'en resservir pour nous donner une information de distance de notre marche sur les eaux. Ah, ce serait intéressant. Ça sous-entendrait qu'en fait, ce chiffre-là, eh ben, on pourrait l'associer à une mesure. Alors, quelle mesure choisir? On sait qu'on a le choix entre la mesure à 6 pieds et notre mesure à 1 pied. La mesure à 1 pied étant une mesure marchée, et la mesure à 6 pieds étant la mesure qu'on dit rouler. Ben, en fait, dans ce cas-là, comme il précise, Max, que l'on va marcher sur les eaux, il est évident que la mesure à utiliser, ce sera la mesure à 1 pied. Donc en fait, si on associe ça à une mesure d'un pied, ben, on fait 60 140 fois 0,33, qui est notre mesure de référence, notre pied de référence, et on trouve ce qu'on pourrait appeler la distance de marcher sur les eaux de 20 km. C'est-à-dire qu'a priori, Neptune nous aiderait à marcher sur les eaux pendant 20 km. Bon, probablement séparé en deux fois. Donc ce serait la somme, le 20 km, de l'aide à marcher sur les eaux. Voilà. Donc ce serait une aide de Neptune. Donc ça répond à cette première phrase et éventuellement à celle-ci. Alors pourquoi le après de toi? Pour l'instant on ne sait pas trop. Enfin bon, ça répond à marcher sur les eaux. Bien. Et maintenant ben, on continue. Et te mènera loin du septentrion glacé. Parce qu'en fait ce seraient deux actions différentes. Une qui viendra à notre secours pour marcher sur les eaux. Et une où il nous mènera loin du septentrion glacé. Alors de fait, si on dit loin du septentrion glacé, ça sous-entend que c'est en partant du septentrion glacé, et à la limite, jusqu'au point d'arrivée. Donc en fait, ce serait le parcours global, ça. Ce ne serait pas uniquement le marché sur les eaux, mais le parcours total. Donc il partirait du septentrion glacé, qu'on va identifier comme Cherbourg. On verra qu'on peut l'identifier de façon plus précise un peu plus tard, mais pour l'instant on dira c'est Cherbourg, le septentrion glacé, et le loin, eh ben, c'est jusqu'au point d'arrivée. Donc comme finalement, notre distance là, elle nous permet de marcher sur les eaux, mais elle ne nous donne pas la distance totale, tandis que Neptune, il va quand même nous donner la distance totale, puisqu'il va nous mener loin du septentrion glacé.
Donc en fait, il faut se reposer la question, comment peut nous aider Neptune pour nous mener loin du septentrion glacé? Alors là, pareil, Neptune, on le connaît, on va répéter exactement la même chose, on l'a vu à l'énigme précédente. On ne va pas réutiliser sa période de révolution, quoi. Ça paraît un peu bizarre. Et puis de toute façon, ça ne va pas nous mener où on veut. On se rappelle qu'on a une idée à peu près d'où on doit arriver, c'est pas les 20 km qui vont nous mener. Même si on utilise une version 6 pieds ici, ça va pas le faire. Hein. 6-12, on va avancer 120 km, c'est pas bon. Donc en fait, il faut raisonner autrement. Alors comment est-ce qu'on pourrait raisonner? On se rappelle en 420 qu'on est parti avec une phrase, là, on avait dit la somme des lettres des planètes donne la distance. En fait, on avait dit, c'était curieux, c'était comme un mode d'emploi ce qui nous donnait max. Là, on avait trouvé 559 en faisant la somme des lettres des planètes qui correspondait à la distance qu'on avait trouvée par calcul. C'est bizarre. Et bien, en fait, si c'était ici, on pourrait très bien réutiliser ce principe, dire voilà, la somme des lettres de cette planète, Neptune, en l'occurrence c'est le dieu, mais ça n'a pas d'importance, on l'a dit, nous donne la distance. Ok, la somme des lettres des planètes, mais qu'est-ce qu'on va prendre comme lettre? Le n égale, je sais plus combien, le égale 4, le p... Hein. Non, 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 c'est pas ça qu'il faut prendre comme somme. Ce sera la somme des lettres des planètes telles qu'elles étaient identifiées dans la 420. Le n, il valait 60140. Le T, il valait 365. Le P, c'était la période de révolution de Pluton qui était dans les 90 000 et des poussières. Et le U, la période de révolution d'Uranus, qui valait de l'ordre de 30 000 et des poussières. Bien. Et le on n'a pas besoin, puisqu'a priori, il n'était pas crypté hein, dans la 420. Et puis, on a ce petit truc qu'on a sorti tout à l'heure, là. Jusqu'à U par N. Si on regarde bien, Neptune, Mn, ou P, Q, R, S, T, U. En fait, les lettres qu'on va utiliser sont comprises entre N et U dans l'alphabet. Déjà, on a utilisé le par N, une fois. Mais on va utiliser les lettres qui sont comprises entre N et U. Donc N, M, N, O, P, T, S, T, U. Donc voilà, donc on va faire le petit exercice extrêmement simple de prendre la somme des N, là. Donc on a 2 fois 60 140, plus 365, plus 90 000 et des poussières, et plus Uranus, là, qui faisait 30 000 et des poussières. Et ça nous donne ça. Donc on trouve Neptune égale 241 989. Alors déjà, ce nombre, il est intéressant, parce qu'il finit par 989. Là, ça doit nous titiller, quoi. On dit, on peut dire, allez, c'est un hasard, puisque c'est une somme des périodes de révolution. Oui, sauf qu'il y a un léger détail qu'il ne faut pas oublier. C'est que Max, quand il a défini les périodes de révolution là, dans la 420, aucun doute, sur la Terre, il ne s'est pas trompé. Hein. Il a mis 365. Mais quand il définit la période de révolution de Pluton, là, il met une valeur, je ne sais plus laquelle c'est, enfin une valeur précise au jour près. Là. Et puis si on s'amuse à regarder sur Internet, ou n'importe où d'ailleurs, quelles sont les valeurs de la période de révolution de Pluton, eh bien on a beaucoup de variances. Hein. On n'a jamais une valeur extrêmement précise. Max, il nous file une valeur précise, très précise, au jour près. Pareil pour Uranus, il file une valeur au jour près. Et on peut se poser la question, est-ce que par hasard, Max, il n'aurait pas adapté les périodes de révolution des planètes? Pas dans les premiers chiffres, certainement pas, mais dans les derniers chiffres, de façon à ce que quand on fait la somme, on trouve 989. Et là, ce serait très intéressant, parce que 989, on sait que c'est la référence de la carte qu'on utilise. Et si Max nous met ici, nous fait réapparaître ce 989 sur quelque chose que nous, on va considérer comme étant une distance, bientôt, il est évident qu'il nous pousse à utiliser ce 989. C'est-à-dire qu'il a donné, dans la 500, l'échelle de la carte, okay, qui était au millionième. À la limite, ça aurait pu être n'importe quelle carte. Dans l'IS, il a donné la référence Michelin, mais là, maintenant, il nous donne carrément la référence précise de la carte Michelin qu'il faut utiliser, qui est la 989. D'ailleurs, on pourrait presque se demander si l'IS qui correspondait à la référence Michelin était plutôt à se positionner sur cette énigme plutôt qu'à l'énigme 500. Bon,
c'est pas très important, mais enfin ça peut être intéressant de se renseigner là-dessus. Bien ben voilà, maintenant on a un chiffre qu'on pourra convertir, on fera ça un peu plus tard, en distance, de façon à savoir la distance qui part de Cherbourg et qui nous amène loin, à l'endroit où on doit aller. Bon, maintenant qu'on a trouvé notre chiffre, là, on va peut-être faire un petit arrêt, et on va remonter au départ, là, où notre point de départ, Cherbourg. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait un décryptage direct en disant, Caruthburg, c'est Cherbourg. Mais il faut quand même qu'on se rappelle que Max avait une sacrée tendance à surcrypter, c'est-à-dire qu'un cryptage au-delà de sa première traduction pouvait avoir d'autres informations. Donc on a peut-être intérêt à pousser un peu notre décryptage, aller un peu plus loin. Alors comment on peut faire ça? Déjà le plus simple, c'est de s'intéresser à l'étymologie de ce mot Caruthburg. Si on regarde un peu, c'est un mot qui est composé de deux mots en fait. Carus, dont le sens serait marée, marée M-A-R-A-I-S, et Burg. Burg, en fait, ce serait un dérivé de Burg, qui voudrait dire le fort, ou plus exactement la zone fortifiée, quoi, le lieu fortifié. En fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Max a utilisé Caruthburg plutôt que Caruthburg? Finalement, il connaissait les deux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis directement Caruthburg? On se rappelle ici qu'on a une paronomase, on en a parlé tout à l'heure, là, que c'était une figure de style en réalité qui permettait de mettre en valeur une expression en jouant sur la sonorité de deux mots. Il existe aussi ce qu'on appelle la paronomase implicite. La paronomase implicite, c'est un peu le même système, sauf qu'en fait, au lieu d'utiliser la similarité de deux mots, finalement, on en enlève un et on n'en garde qu'un seul qui va nous faire penser à l'autre. Par exemple, on pourrait dire, pour faire ressortir le terme frais de l'air frais, on dirait l'air vrai. Et en fait, on ferait ressortir le terme absent qui serait frais. Et ici, on peut se poser la question s'il n'a pas joué le même truc, en fait, notre ami Max. Si au lieu de mettre Caruthburg, il met Caruthburg pour faire ressortir le terme absent qui est Burg. Alors quel est l'intérêt d'en faire ressortir ce terme? Justement, l'intérêt c'est de s'intéresser au terme Burg. Si on s'intéresse au terme Burg qui veut dire fort, automatiquement, dans notre association d'idées, on va aller s'intéresser au fort de Cherbourg. Alors qu'est-ce qu'il y a comme fort à Cherbourg? J'ai fait une sortie hygiène là, hop, voilà. Alors, fort de Cherbourg, il y en a beaucoup en fait. On se retrouve fort de Glin, fort de Chavagnac, fort de l'Ouest central, de l'Est, etc. Fort des Flamands, il doit y en avoir un autre là, qui doit être le fort de l'île Pelée. Effectivement, il y a beaucoup de forts, donc on n'est pas trop sorti là avec ces forts. Sauf qu'il y a un petit détail, c'est qu'en fait, dans notre texte, il est question d'avoir Albion dans le dos, à Cherbourg. Du coup, avoir Albion dans le dos à Cherbourg, on ne regardera pas tous ces forts-là, puisqu'on regardera vers le sud. Et là, ça se simplifie de façon importante, puisqu'en réalité, vers le sud, il n'y en a pas 50 forts, il n'y en a qu'un. C'est le fort du Roule. Alors, quel est l'intérêt de ce fort et qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, on va s'y intéresser. En fait, le fort du Roule, il était établi sur la montagne du Roule. Bon, ok. Le but de ce fort, comme la plupart des forts d'hiver en réalité, c'était de prévenir une invasion anglaise. Ok. Donc finalement, si on revient à notre texte, on dit, voilà, ici, ça pourrait être le fort du Roule, puisqu'il nous met l'Angleterre dans le dos. Bon, ok, puisqu'il est censé prévenir l'invasion anglaise, en plus. Ok, après on dit, voilà, bon, plutôt que de mettre à Caruthburg, et Cherbourg, directement, on a une précision qui serait fort du Roule. Alors ça peut être intéressant si on a une distance à mesurer, parce que Cherbourg, il est quand même relativement, ça fait un joli pâté, donc on n'a pas vraiment une grosse précision. Alors est-ce qu'on peut pousser plus loin? Il y a aussi Albion.
on s'est pas intéressé à Albion. Bon, c'est vrai que l'Albion, c'est l'Angleterre. On peut très bien se contenter de ça et dire, bah voilà, Albion, c'est l'Angleterre. C'est vrai. Mais il met, tu auras Albion dans le dos. Il y a quand même une expression que tout le monde connaît quand on parle d'Albion, c'est perfide Albion. Alors quand il met, tu auras Albion dans le dos, eh bien, effectivement, on pourrait penser à la perfidie d'Albion. Et en particulier à l'expression perfide Albion. Bon, et puis si on se renseigne sur cette expression, on s'aperçoit que cette expression, c'est pas une expression qui est venue comme ça, c'est un auteur qui a sorti ça, un auteur assez obscur, qui s'appelait Ximénez, qui a sorti ça dans un écrit, un de ses écrits. Et en fait, cette expression est restée. Bon, comment c'est daté l'écrit? On sait dater finalement l'expression perfide Albion, et c'est intéressant de le faire. On va le faire. Donc en réalité, cette expression, elle est apparue dans un de ses écrits en 1793. Bon. En fait, quel est l'intérêt de donner une date à ça? Pour l'instant, on ne voit pas trop. Sauf qu'il y a une coïncidence de date avec notre four du Roule. C'est qu'en fait, la montagne du Roule, elle a commencé aussi à être fortifiée en 1793. Donc en fait, on a cette coïncidence de date, Fort du Roule 1793, perfide Albion 1793. Bien. Est-ce qu'on peut pousser plus loin? Ben oui, on peut pousser plus loin encore. C'est qu'en fait, 1793, c'est une date qui nous fait faire aussi une association d'idées avec le titre, en réalité. Puisqu'on se rappelle que le titre, eh ben, on l'a attribué à Victor Hugo. On se rappelle qu'on avait dit, c'est l'expression, c'est le mot de passe des conjurés, en réalité, dans la pièce Ernalite Victor Hugo. Et 1793, quand on parle de 1793, si on l'associe à Hugo, on pense inévitablement au roman de Victor Hugo qui s'appelle 93, qui se passe d'ailleurs en 1793, pendant la Révolution française. Alors pareil, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans 93 qui peut nous intéresser ici? En fait, le roman lui-même, bon, c'est un roman qui se passe à l'époque de la chouannerie, de la Révolution française, et en particulier à l'époque de la chouannerie et de la terreur, quand il y avait une opposition qui se faisait à la Révolution du côté des Chouans. Bien. Alors, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Il y a une particularité, et puis qu'il faut noter, en fait. Pour l'instant, le crayon, il ne nous a pas intéressés. Or, la particularité dans ce roman, une des particularités de ce roman, si on en cherche plus, on trouvera probablement d'autres, mais une des particularités, c'est qu'en fait, c'est Victor Hugo lui-même qui a fait l'illustration du roman. En fait, l'illustration, c'est un dessin de Hugo. Donc en fait, si on fait association, donc on a dit Victor Hugo 93 et crayon, ça va nous ramener à ce fameux dessin. Bon. Alors le dessin, c'est quoi? Ce dessin, le voilà, je vous montre. Hop, voilà. C'est un dessin qui s'appelle la tourgue. Bon, ça dessine une tour. Bon. Sauf qu'en fait, cette tour, on sait la localiser. Puisque Hugo, pour dessiner cette tour, il a pris comme modèle la tour Mélusine qui se trouve dans le château de Fougères. Fougères. Bon. Ok. Donc en fait, si on revient à notre énigme, là, ici, on a l'information de la tour Mélusine et donc l'information de Fougères. Qu'est-ce qu'on va faire de Fougères? Pour l'instant, à Cherbourg, on n'a pas besoin de Fougères en réalité. Donc, cette information, on va la garder. On va la garder, on va pas l'utiliser tout de suite. D'abord parce qu'il y a un truc qui dit ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste. Là, ce reste, on va pas le demander parce qu'on ne sait pas quoi en faire pour l'instant de Fougères. Mais il ne faudra pas l'oublier parce qu'il servira probablement beaucoup plus tard, mais il servira. Voilà. Bon, pour info, en réalité, Victor Hugo, il a fait des séries de tableaux autour du Burg. Ouais, on a parlé du Burg. On peut trouver des séries de dessins autour du Burg. En
fait, il a dessiné un qui s'appelle Le Burg à la Croix, que vous pouvez trouver sur internet, un autre qui s'appelle Ruine d'un Burg, etc. Il y en a plusieurs. Donc c'est assez intéressant en fait, cette approche. Bien, on va pas insister trop sur le sujet parce que c'est déjà long, on va pas allonger de trop la sauce. Bien, on a fait un petit peu de ménage pour y voir un petit peu plus clair. Alors il reste encore un petit aparté à faire sur ce chiffre-là. Pourquoi? Pour l'instant, on a trouvé que dans ce chiffre, il y avait une terminaison qui avait un sens. Donc le 989 était lié à la carte, on en a déjà parlé. Mais il faut qu'on regarde les autres chiffres qui étaient liés à la mesure jusqu'à présent. Alors on va remonter un peu en arrière. Donc on va prendre par exemple la vidéo de la 500 là. Ok. Donc on avait un chiffre ici, 560 606 mesures. Ok. Ce chiffre il se terminait par un 6. Et on se rappelle qu'en 500, on avait pris la direction de Gérard Mer, qui était identifié comme étant le 6 dans la 580, notre boussole. Ok, bon. Coïncidence, on ne sait pas, on va aller voir l'autre, là maintenant, où il était question de mesure, c'était la 420. Dans la 420, on avait un nombre ici qui était 1969 697, qui se terminait par un 7. Et notre direction dans la 420, c'était Héricourt, qui était identifié comme étant le 7 dans notre 580. Pardon. Alors on peut se poser la question suivante. Est-ce que par hasard, quand Max il nous dit dans la 780, par la boussole et le pied, il ne sous-entend pas que les nombres qui vont être affectés à une mesure contiendront en même temps la distance, sous la forme du nombre complet, et la direction sous la forme du dernier chiffre en fait. Il associerait les deux. Donc dans ces conditions, si on suppose que c'est ça, ici, le 9, il devrait nous indiquer une direction. Éventuellement la direction qu'on doit prendre en partant du Fort du Roule. Donc, le 9, on sait ce que c'est Jarnac dans notre boussole, la 580. Donc il ne nous reste plus qu'à vérifier si ça c'est vrai. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc globalement, on en est où? On en est qu'on sait on démarre au Fort du Roule, qu'on a l'Angleterre dans le dos, donc on a une tendance à aller vers le sud. On cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Alors ça, on l'a déjà traité, mais il y aura peut-être à revenir dessus une autre fois, parce qu'on a des précisions. En l'occurrence, on a trouvé Fougères, qui peut avoir une influence. Mais par contre, on n'a pas à s'attarder, ni à demander notre reste. Donc globalement, on va rester sur ce qu'on a dit au début. C'est-à-dire que pour l'instant, on a identifié un secteur qui nous révèle la lumière céleste, dans lequel on devrait se trouver à la fin. Après toi, marcher sur les eaux. Donc on a identifié qu'on devait marcher sur les eaux sur une distance de 20 km par l'aide de Neptune, sachant qu'il nous aide 2 fois, donc il est possible qu'on marche 2 fois sur les eaux, et que les 20 km soient la distance totale. Et Neptune, toujours lui, nous mènera loin du septentrion glacé, qu'on a identifié comme étant Cherbourg. Et en fait, on a une précision maintenant, c'est qu'on a étudié l'étymologie de Karusburg, et l'étymologie de Karusburg nous dit que le nom est d'origine scandinave. Donc s'il est d'origine scandinave, effectivement, le glacé, là, le septentrion glacé, s'adresserait plutôt à Karusburg et éventuellement au Fort du Roule. Voilà. Donc on a déjà suffisamment de données pour continuer bientôt pour les travailler sur carte, enfin quand on aura identifié cette distance-là. Voilà, et ce sera pour la prochaine vidéo.